tous. Merci Valérie pour cette invitation. Monsieur Jean-François. Et du coup, on va commencer par ce tableau que Jean-François vous a montré tout à l'heure, très rapidement, il est passé devant. Et il y a l'innovation monétaire qui est là sur la petite étagère. L'innovation monétaire, c'est ce petit rouleau de parchemin, c'est ces fameuses lettres de change. Alors on a l'impression de la monnaie, là, le prêteur et sa femme, Quentin Metsys, 1514. Donc on est à Anvers, hein, on est 20 ans après avoir découvert, on a découvert l'Amérique, on était jusqu'aux Indes, et du coup, on a l'impression d'une juste mesure, que la monnaie c'est une juste mesure, et que ça apporte une sérénité totale dans le temps. Alors on pourrait s'arrêter là, mais si on creuse un peu sur le peintre est un humaniste, c'est un ami d'Erasme. Du coup, Erasme, c'est le prince des humanistes, et il avait une vision qui s'opposait aux doctrines scolastiques. Les scolastiques, ils avaient une vision où ils séparaient nettement le bien et le mal. C'était clair, il y avait le paradis d'un côté, l'enfer, vous étiez bon, vous étiez méchant, c'était facile, tout était clair. Erasme, il a une vision beaucoup plus complexe. Dans le bien peut se loger le mal. Et réciproquement, dans le mal, il peut y avoir du bien. Les choses sont complexes. Et du coup, on peut avoir cette lecture-là dans le tableau. Il y a une lecture, s'il y a cette juste mesure, c'est parce que derrière, il y a la présence de Dieu qui est partout présente. Alors, il ne faut pas oublier qu'Erasme était un prêtre. Donc, vous avez la bougie éteinte qui est le signe de la mort. C'est-à-dire que si tout ça est paisible, c'est que tout le monde a conscience qu'il y a la mort derrière. L'autre point important, c'est que la lumière, vous regardez le côté de la lumière du tableau, c'est sur la femme et c'est sur le livre de prière. Donc l'importance de Dieu. Le côté l'homme, ainsi que les pièces, restent dans l'ombre. Donc on voit que les choses sont plus compliquées. Peut-être si la monnaie est un équilibre, c'est parce qu'il y a aussi Dieu derrière, pour Erasme et puis pour Quentin Metsys. Alors si on regarde un petit peu plus loin, Erasme, il était aussi proche des réformés, des protestants, de Luther, parce qu'il était d'accord sur le salut par la grâce. Tout le monde avait le droit au salut, ça c'est plutôt sympathique. Mais par contre, il s'est engueulé avec eux, il s'engueulait un peu avec tout le monde, il a fini à l'index pendant 5 siècles quand même. Alors, il n'était pas d'accord avec eux parce qu'il disait que l'homme avait la liberté. Alors du coup, on revient au tableau, Quentin Metsys, il pense sûrement à cette question de liberté, l'homme est libre. Alors si l'homme est libre, ça veut dire qu'il peut y avoir la monnaie qui serait cette juste mesure. Hein, là on voit c'est une juste mesure. Alors le contraire, ce serait quoi? Ce serait une injuste démesure, l'hubris des Grecs. Et du coup, on va voir un autre tableau qui explique ça. Et on va voir, vous voyez la porte qui est entrouverte, il y a deux personnages derrière et ils ont là un chapeau, ils ont l'air assez classe et sûrement ils vont aller changer derrière, ils vont rentrer dans la boutique. Alors 6 ans après, il y a déjà les réformes, il y a déjà les guerres qui présagent entre les protestants et les catholiques. Donc la violence commence à être partout derrière, partout présente, et on a une autre vision de la monnaie. Et cette autre vision de la monnaie, c'est 1520. Alors là, la monnaie, c'est plus pour le change, c'est pour le crédit. On voit la violence du crédit. On voit, maintenant, c'est des usuriers. Les deux personnes qui étaient derrière la porte, ils sont rentrés. Regardez, ils n'ont pas la même tête. Donc, Quentin Metsys nous propose les deux faces possibles de cette monnaie. Alors, on va essayer de voir, en partant de là, comment une monnaie conviviale, qu'est-ce qu'elle doit assurer? Parce que je me penche sur la question, qu'est-ce que ça pourrait être une monnaie conviviale? Donc, dans un premier temps, on va se demander ce qu'elle doit assurer, puis après on regardera une monnaie locale, et puis après on verra quelque chose sur la création monétaire dont a parlé Jean-François. Alors la monnaie, d'abord, c'est un outil destructeur. C'est un outil destructeur quand la monnaie elle va occuper le champ du politique. C'est ça que souligne Périclès quand il prononce l'éloge d'Athènes. Il dit qu'il ne faut pas que l'argent remplace tout le reste et remplace les honneurs. Que si les gens n'ont pas en priorité les honneurs avant l'argent, que la société va se décomposer. C'est ce qui s'est passé après. Les guerres du Péloponnèse, c'est l'effondrement de la démocratie athénienne.
Donc ce qu'il dit, Périclès, ce n'est pas l'amour de l'argent, comme certains le prétendent, qui est capable de nous charmer, mais les honneurs qu'on nous accorde. Et c'est pour ça qu'on gagne. Alors, la monnaie va être un outil destructeur aussi quand elle détruit les valeurs. Alors, lisez cet excellent livre du plus grand philosophe américain qui fait des shows magnifiques que vous pouvez trouver sur YouTube et qui vient d'écrire ce que l'argent ne saurait acheter. Et il montre que quand l'argent rentre dans certains domaines, il n'a pas aucun impact, il a un impact très fort, c'est qu'il détruit les valeurs de la société qui étaient dans ce domaine-là. Il part de tas de petits exemples concrets, c'est très facile à lire. Regardez ça, c'est fondamentalement intéressant. La monnaie est un outil destructeur. Alors là, on continue la guerre du Péloponnèse, c'est l'effondrement de la démocratie. Et Thucydide, qui est un historien qui plus tard fait l'analyse, il va nous dire que, effectivement, la monnaie a participé aussi à la destruction des valeurs. Parce que la possibilité de cacher la richesse permet d'échapper à l'impôt, ce qui pouvait être plus difficilement fait quand c'est des terres, des animaux, des troupeaux. La possibilité d'accumuler des richesses, il nous dit que ça conduit à l'augmentation des inégalités, qui se sont fortement accrues. L'honneur des charges a disparu. Les gens, leur honneur, c'était d'avoir des charges pour la cité et de payer pour la cité. Ça, on l'imagine plus aujourd'hui. Parce que l'individualisme avait commencé à grignoter la société. Et puis, l'exigence de reddition stricte des comptes des magistrats. Les magistrats étaient tirés au sort, mais par contre, ils avaient tous peur, parce qu'après, on leur demandait des comptes. 2 ans après, on pouvait leur dire, mais attendez, vous n'êtes pas un peu enrichi, là, et pourquoi, comment, etc. Et donc, avant, on les punissait fortement, et puis après, on a commencé à les excuser, à envier même les tricheurs, à envier. Et pour Thucydide, c'est le début de l'effondrement des valeurs par la monnaie. Alors, la monnaie est aussi un outil destructeur quand elle sert au pari financier. Donc là, c'est ce qu'on appelle la spéculation. Je vous parle le cas de la production de pétrole aujourd'hui. Aujourd'hui, on produit 90 millions de barils par jour, et puis les paris spéculatifs, ce n'est pas sur 90 millions de barils, c'est sur 1500 millions de barils. Donc c'est sur 20 fois plus. Donc on fait 20 fois plus de paris qu'on achète vraiment du pétrole. Alors évidemment, si vous avez 20 fois plus de gens qui parient que le pétrole va monter ou baisser, ceux qui font les prix, c'est les paris, et c'est plus l'offre et la demande. Donc ce que vous racontent les économistes, pas mon voisin sûrement, mais les économistes traditionnels, que c'est la loi de l'offre et la demande qui fait le prix, c'est complètement faux, c'est les parieurs qui font les prix. Et si vous regardez le cours du pétrole, ben vous voyez que les grandes volatilités ont commencé à partir du moment où les parieurs, c'est-à-dire les années 90, 2000, où les parieurs ont commencé à exploser sur les marchés. Donc voilà la monnaie destructrice. Alors maintenant, notre question, c'était pas ça, c'était est-ce que la monnaie peut être un outil convivial? Alors là, il faut lire le superbe livre d'Ivan Illich qui s'appelle La convivialité. Et là, il définit ce que c'est pour lui qu'un outil convivial. Et un outil convivial, il y a 3 points. Il ne doit pas dégrader l'autonomie personnelle en se rendant indispensable. Alors là, on a des leçons à prendre sur lui. Il ne suscite ni esclave ni maître. Il élargit le rayon d'action personnelle. Donc ça a été repris le dernier par la capacité de scène, par exemple. Donc voilà une bonne définition d'un outil convivial. Est-ce qu'une monnaie peut être conviviale? Prenons une des premières monnaies, la monnaie d'Athènes, qui est le drac. Alors là, je vous ai mis en photo ma monnaie que j'ai, le tétradrac. Donc d'un côté, vous avez la tête d'Athéna casquée, et puis de l'autre côté, vous avez la chouette, debout, hein, c'est le symbole d'Athéna, et puis vous avez la branche d'olivier, puis vous avez A, θ, E. Vous avez 3 lettres. Alors, qu'est-ce que ça dit de la société et en quoi ça fabrique la société? Parce que la monnaie a 2 effets. Elle dit quelque chose de la société et elle participe aussi à fabriquer la société. Alors, Athéna casquée, c'est la guerre. Hein, et comme l'a dit Jean-François tout à l'heure, c'est le financement des navires de guerre. Si Athènes n'avait pas eu les mines du Laurion, ils n'auraient jamais pu financer tous leurs navires. Ils n'auraient jamais dominé la situation pendant quasiment un siècle. Vous avez la chouette. Alors la chouette, c'est le côté de la justice et de la paix. Donc là, c'est le côté inverse de la guerre. Mais pour les Grecs, la violence et la paix
sont toutes proches. La violence et la paix, c'est tout proche, parce qu'on n'a pas la paix dans sa cité si on n'est pas capable de faire la guerre. Il ne faut pas oublier que Athéna a convaincu les déesses de la vengeance de se transformer en déesses de la bienveillance pour assumer le rôle de faire la justice dans la cité. Donc c'est vraiment les déesses de la malveillance qui se sont transformées pour assurer la justice. Donc pour les Grecs, cette justice et cette paix, c'est fondamental, mais c'est toujours précaire, la violence n'est pas là. Alors en quoi ça fabrique la société? Cette justice et cette paix, c'est ça qui permet que cette monnaie soit devenue une monnaie mondiale. À l'époque, c'est une monnaie mondiale, il y en a plusieurs millions de fabriqués. Actuellement, ça vaut 400 €, c'est pas cher. C'est parce qu'il y en a eu des millions de fabriqués. Et puis, ça permet la remontée des richesses des colonies par l'impôt. Donc, au lieu de prélever le butin sur le pays conquis, on va lui faire payer des impôts via la monnaie. Alors l'olivier, c'est le fondement de la cité athénienne, c'est le bien vivre, l'objectif du bien vivre. Et puis enfin, on a les 3 lettres athétaeum. Alors ça, c'est fondamental. Sur la monnaie, il y a marqué athénien. Donc ça veut dire c'est notre monnaie, nous les Athéniens. Et donc c'est le nous qui décide. Il ne faut pas oublier qu'à Athènes, sur chaque loi qui est gravée dans le marbre, il y a toujours marqué nous les Athéniens, nous sommes réunis et nous avons décidé qu'il était bon pour nous de. Et puis après, vous aviez la loi. Donc ça veut dire que ce qui est décidé, c'est le nous, et c'est le nous collectif. Alors en quoi ça fabrique aussi la société? C'est que ce nous société, nous Athènes, il a été fabriqué aussi par la remise de dettes. C'est-à-dire à l'origine, Solon a participé à la remise des dettes de telle façon que ceux qui étaient les esclaves des autres ne soient plus les esclaves des autres et qu'il y ait une égalité. Donc on est parti sur une forme d'égalité. Et alors cette forme d'égalité, en quoi elle fabrique la société? C'est que les riches sont imposés pour charge. Donc ils sont imposés, on dit aux plus riches, toi tu es le plus riche, tu vas organiser les festivités de l'année prochaine, les chorégies. On appelle les chorégies. Et toi tu es riche, toi tu finances tel navire de guerre. Et les gens sont fiers de financer ces charges. Jusqu'au moment où ils sont plus fiers, ils essayent de l'éviter et la société s'effondre. La démocratie, elle n'a pas duré plus de 30 ans. Alors, les économistes, qu'est-ce qu'ils voient là-dedans? Quand on a parlé de remontée des richesses des colonies par la peau, eux, ils appellent ça, fonction économique classique, l'échange. Financement des navires de guerre, ils appellent ça accumulation. Et monnaie mondiale, la monnaie, c'est une monnaie mondiale, c'est moyen de paiement. Donc, voilà leur vision traditionnaliste, traditionnelle, historique, de cette monnaie. Alors la monnaie, elle a une vision, on peut en avoir une vision performative. Ça veut dire que la façon dont on voit la monnaie, elle finit par arriver. C'est-à-dire si vous croyez fortement en quelque chose, ça finit par arriver. Or en finance, il y a plein de choses performatives. C'est-à-dire si vous pensez que quelqu'un va faire faillite, il y a plus de chances qu'il fasse faillite. Parce que vous n'allez plus lui acheter de choses. Et donc la monnaie, elle est performative aussi sur cette question. Est-ce qu'on la voit comme une monnaie hétéronomique? C'est-à-dire que c'est des règles qui viennent de l'extérieur, le fonctionnement de la monnaie. Et donc les règles qui viennent de l'extérieur, je vous montre la vision actuelle mathématique de la finance. C'est des équations, comme si c'était des distributions qui nous venaient d'ailleurs. Et déjà Keynes, il avait critiqué ça, il avait dit une beaucoup trop grande part de travaux récents d'économie mathématique consiste en des élucubrations aussi imprécises que les hypothèses de base sur lesquelles ces travaux reposent. Voilà. En gros, il avait dit ça, c'est toujours largement d'actualité. Vous avez une deuxième façon de voir la monnaie, c'est une monnaie autonomie. Et là aussi, c'est performatif. Autonomie, nomos, c'est la loi. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez faire la loi par vous-même? Ou est-ce que la loi vous vient de l'extérieur? Si vous voulez faire la loi par vous-même, vous pouvez le faire. Et là, c'est ce que Jean-François nous a expliqué avec la Banque Vire, qui existe toujours, fondée en 1934. Elle a toujours, avec un effectif réduit, 200 personnes, elle arrive à générer 1 milliard de francs suisses de circulation monétaire tous les ans. Donc c'est énorme. Et alors ce type de monnaie, aussi autonomie, on veut refaire la loi. Par exemple, là vous avez les Grecs, un des grands penseurs philosophes grecs de l'autonomie, c'est Castoriadis, mais ils avaient refabriqué des billets fictifs à son effigie. Voilà. C'est donc deux façons de voir la monnaie.
Est-ce que c'est une loi de Dieu ou est-ce que c'est nous qui allons définir nos valeurs? Alors finalement, si on disait la monnaie conviviale, qu'est-ce qu'elle doit assurer? Elle doit servir l'autonomie, s'adapter aux enjeux sociaux du moment, c'est pas la même chose que chez les Grecs antiques, et puis être adapté aux individus et aux territoires de taille différente. Alors là, vous voyez le sol violette, une monnaie locale de Toulouse, et puis vous voyez notre billet de 50 €. Alors vous voyez, il n'y a pas marqué monnaie des Européens, il y a marqué Mario Draghi sur le billet. Alors, une monnaie conviviale locale. Alors, qu'est-ce que ça peut être si on regarde localement, une monnaie locale? Alors, voilà un petit peu ce que les gens qui développent les monnaies locales peuvent penser. Ben, il faut que ça dynamise les échanges locaux, ça maintienne l'emploi dans les territoires, ça favorise les échanges entre les citoyens, et puis ça réduise l'impact écologique. Voilà des missions qu'on peut donner à une monnaie locale. Alors nous, on a essayé, donc avec Pierre-Yves Longaretti et Jean-Michel Servet, de redéfinir qu'est-ce que ça pourrait être un concept de monnaie. Et là, on va voir ce à quoi on aboutit. Alors déjà, il faut donner une définition. Qu'est-ce que ça peut être une monnaie durable? Une monnaie durable, donc, ce sera un instrument qui, sur un territoire, offre à des agents économiques la possibilité de décider de la destination de matières premières, de territoire, du temps de travail des autres, par exemple, et de façon immédiate ou différée, parce qu'il faut faire du crédit, etc. Donc voilà ce que c'est qu'une monnaie durable. Et un territoire durable, parce que si on veut une monnaie sur un territoire, qu'est-ce que ça peut être? Alors nous, on l'a défini comme ça. C'est une société locale qui contribue à la circulation des biens, tout en visant un degré d'autosuffisance minimale qui lui assure de survivre en cas d'effondrement de la société globale. Société d'égaux, à l'écart de richesses restreints, gérant parcimonieusement les biens communs, tels que l'eau, l'énergie, assurant à tous un minimum considéré comme vital, et la contribution de chacun à la production selon ses capacités. Alors, si on définit ça comme ça, on peut revoir des fonctions que n'avaient pas vues les économistes dont j'ai parlé au début. Il y avait 3 fonctions. Alors, il y a des fonctions d'échange à ce moment-là, si on a une monnaie durable. Par exemple, il faut avoir une production responsable. Il faut avoir une consommation responsable. Il y a une fonction de capacité, pour que les gens puissent être capables de faire des choses, le plus de choses possible, pour être autonomes. Et donc, ça a besoin de fonction de la monnaie, qui est la rémunération juste du travail, une fonction de lien social pour la monnaie, une fonction de liberté de création. Il faut aussi pouvoir librement créer ses activités. Et puis la question d'autonomie individuelle ou des territoires. Et donc il faut que la monnaie, comme le disait Jean-François, soit un bien commun. Il faut aussi que ça assure la résilience du territoire. C'est-à-dire s'il y a des chocs extérieurs, qu'on arrive à survivre. Et puis que ça permette de penser l'écologie territoriale, c'est-à-dire les transferts de matière, en même temps que les transferts d'argent. Alors si on voit ça comme ça, ben voilà, on remet toutes les fonctions. Alors vous avez en gris les fonctions des économistes classiques il y a 50 ans, vous voyez qu'il n'y a que le gris, c'est les fonctions traditionnelles. On a rajouté la spéculation, hein, parce que ça aussi c'est une fonction de la monnaie dont on ne parle pas, mais qui est importante. Et puis vous voyez toutes les valeurs dont je viens de vous parler tout à l'heure, elles sont réparties entre valeurs politiques et sociales et valeurs écologiques. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que le Bitcoin, la monnaie dont a parlé Jean-François, ben c'est sûr qu'elle n'a aucune valeur politique et sociale, aucune valeur écologique. Et que par contre, la spéculation, elle le permet facilement, non seulement elle le permet facilement, mais elle le valorise positivement. Et puis vous voyez qu'une monnaie locale, le sol violette, eh ben, elle par contre, elle permet les valeurs politiques, sociales, écologiques et les fonctions traditionnelles de l'économie. Et par contre, elle interdit la spéculation, parce que la monnaie en elle-même ne le permet pas. Et en plus, que ce n'est pas une valeur qui est défendue par les gens qui l'utilisent. Enfin, vous avez l'euro. Alors l'euro, sur les valeurs écologiques, ben, il n'y a pas grand-chose. Hein. Sur les valeurs politiques, c'est parfois discutable, notamment sur la monnaie comme bien commun, qui est quand même une position discutable, comme l'a dit Jean-François. Et on va juste faire un petit tour sur cette question-là, pour voir ce qu'il peut en être. Et donc, qu'est-ce qui en est comme point clé? C'est la création monétaire. Est-ce qu'elle peut être conviviale? Donc, quand on crée de l'argent, quand on crée des nouveaux billets, est-ce que ça peut être pour le bien de tous? Alors, traditionnellement, voilà comment marche la création monétaire, qui est en partie destructrice.
bah, on fabrique un peu des billets, on prête, la Banque centrale, elle prête, elle fait de la création monétaire pour les banques privées, et puis les banques privées font beaucoup plus, alors vous avez une flèche beaucoup plus grande, font beaucoup plus de crédit, qu'elles en reçoivent. Pour les particuliers, j'ai fléché les hedge funds, j'ai fléché les entreprises, j'ai oublié de flécher les États. Vous voyez, donc vous voyez comment marche la création monétaire. Alors pourquoi elle est destructrice? Parce que le crédit, il y a un phénomène destructeur dans le crédit. Il y a trop de crédit et trop de crédit dissimulé. Alors, si on regarde ce que voient les analystes financiers, ils voient quoi dans les bilans des entreprises? Ils voient des actifs, et puis ils voient une proportion d'argent qui est apportée par les actionnaires, une proportion d'argent qui est apportée par la dette, de la dette. Et ce qu'ils disent, je vais mesurer est-ce que les actifs sont risqués, l'entreprise, et deuxième chose qui se pose comme question, puisque dès que les actifs descendent en dessous du niveau des dettes, on déclare la faillite, il faut que l'argent des actionnaires soit suffisamment important par rapport au risque. Donc a priori, ils vont observer ça. Le problème, c'est que dans les paradis fiscaux, il y a eu énormément de crises qui ont montré que dans les paradis fiscaux, on cachait énormément de choses. Alors, ça peut se faire via des filiales, via des hedge funds, via tout ce qu'on veut. Mais ce qui est caché, c'est des actifs très risqués dans les filiales, et puis le fait que le levier d'endettement est beaucoup plus faible dans les filiales, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'argent des actionnaires. Donc évidemment, quand on a les filiales dans les paradis fiscaux, ben, les actifs baissent de valeur parce que c'est des actifs très risqués, et ben, très clairement, on ne peut plus rembourser les dettes, et du coup, ça remonte aux maisons de dette. Donc on a un système complètement instable à cause de ces mécanismes-là de crédit. Alors ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'en général, un actif très rentable et très risqué, dans les conditions actuelles, c'est très souvent destructeur de l'environnement et de la société. Alors, destructeur de l'environnement, parce qu'avec notre type de croissance d'activité actuelle, on va avoir épuisement des sols, si on exploite trop. On exploite trop l'eau pour faire du coton en Russie, on n'a plus de mer d'Aral. On exploite trop la mer avec des filets colossales, on n'a plus de poissons. On exploite trop les terres en Chine, ben on n'a plus de production agricole. Donc on voit cette création monétaire qui permet de financer de la destruction environnementale. Et puis, création monétaire destructrice, si le rendement du capital est supérieur à la croissance, c'est-à-dire que les actionnaires demandent trop par rapport à la croissance, ben qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font les dirigeants d'entreprise? Ils font des réductions des coûts, des salaires, et donc ça entraîne l'augmentation des inégalités de revenus et de patrimoine. C'est l'affaire Piketty, hein, c'est son gros pavé best-seller qu'il a sorti l'année dernière. Et du coup, derrière, ben là, vous avez une photo de 1930, c'est la destruction sociale. Derrière, unemployed will take energy. Voilà la conclusion. Alors, est-ce que la création monétaire peut être conviviale? Alors là, je vous propose, j'ai mis une proposition hein, que j'ai fait à la COP 21. Bon, j'ai pas eu encore de réponse, je ne sais pas où ils en sont par rapport à ça. Alors, quel est l'enjeu? Alors, il y a eu un article de Nature, donc des gens très sérieux qui ont dit que, ben, écoutez, nous on a fait le calcul par rapport à tout ce qu'il y a comme pétrole, comme charbon et comme gaz sous terre, il faut en laisser 80% sous terre si on ne veut pas dépasser la contrainte de 2 degrés qu'on s'est fixée. Pour ça, on n'en a pas trop entendu parler à la COP 21 parce que ça pose effectivement problème. Alors, est-ce qu'on peut penser, alors deux façons de voir, soit on dit, ben, on arrêtera d'acheter le pétrole et le gaz, c'est parfait. Et puis du coup, on n'achètera pas tout et on sortira pas tout. Moi, j'en doute un peu, en jouant que d'un côté, que du côté de la demande, on puisse résoudre le problème. Alors, une possibilité de faire, ce serait de dire on sanctuarise 80% des réserves fossiles. Et donc, on achète 4 fois ce qui va être extrait. Et on le sanctuarise, ça veut dire qu'on ne le touchera plus, on le laissera sous terre. Alors, imaginons qu'on veuille faire ça, il faut un budget colossal. Il faut un budget de 2500 milliards de dollars par an. Calculez ça environ. Ouais. Déjà, est-ce que si on faisait ça, ça pourrait avoir du sens? Alors ça peut avoir du sens uniquement si on dit on va payer les gens non pas en argent, mais en part d'investissement dans des entreprises qui vont développer les alternatives au carbone. C'est-à-dire, au lieu de... On bloque un gisement, par exemple en Arabie Saoudite, et on leur dit on ne vous donne pas d'argent,
on vous donne des parts dans des entreprises en Europe qui développent du solaire, qui développent de l'éolien. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un intérêt? Oui. Parce que s'ils font ça, alors des calculs hein, d'ordre de grandeur, dans 10 ans, ils pourraient se retrouver à avoir 25% de leurs revenus qui proviendraient non pas du pétrole, mais de ces énergies renouvelables qui se développeront partout ailleurs dans le monde. Donc on voit l'intérêt qu'auraient tous les partis. Alors est-ce qu'on peut trouver l'argent? C'est la deuxième question, parce que c'est colossal. Trouver l'argent, on peut trouver 1000 milliards de dollars par an. On l'a bien trouvé pour la crise financière. En gros, on a mis 1000 milliards de dollars par an pour répondre à la crise financière. Donc on peut bien émettre la même chose. Et puis, si on met une taxe carbone à 25 $ la tonne de CO2, ce qui est à peu près raisonnable, ça fait encore 1000 milliards. Et si on supprime les subventions aux énergies fossiles, ça fait 500 milliards. Alors il y a 500 milliards et les subventions aux énergies fossiles, mais le FMI vient de calculer que les dégâts induits par les énergies fossiles, ce n'est pas 500 milliards, c'est 5000 milliards. Vous voyez, et ça, c'est pas de l'argent liquide, on ne peut pas compter dessus. Alors, pour finir, comment la monnaie peut être un outil convivial, il faut qu'elle pense toujours à régler le double tranchant de la monnaie. Double tranchant parce que la monnaie, ça sert soit à l'échange, soit à l'accumulation. Et donc, du côté de la monnaie conviviale, il faut veiller à ce que ce soit la satisfaction des besoins contre l'exacerbation des désirs. Et puis il faut que cette monnaie, elle stoppe les destructions environnementales. Puis vous avez aussi un double tranchant entre ce qui nous est nécessaire et ce qui nous est superflu. La monnaie, elle sert à ça, aux deux. Ce qui va permettre de trancher dans une monnaie durable, c'est repenser les questions de justice et d'équité, comme le philosophe Rawls le propose, ou les capabilités, comme Sen l'a proposé. Puis enfin, la monnaie, elle peut nous servir à notre autonomie ou nous aliéner, individuellement et collectivement. Et donc, il faut toujours penser à l'autonomie comme facteur de résilience de notre territoire et de bien vivre ensemble collectivement. Donc, en fait, la monnaie, elle n'est qu'un outil, comme tous les outils, et du coup, il faut la réguler pour favoriser les aspects bénéfiques pour tous, c'est tout simple, et pour limiter ou interdire ce qui nuit à la collectivité. Et donc, la question clé pour faire ça, c'est qui prend les décisions. Alors, c'est soit comme à Athènes, l'Assemblée, tout le monde vote en levant le doigt, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas, ou alors là, on est passé à une autre monnaie, Octave, le denier. Donc c'est le fils de César, c'est celui qui va succéder à César. Et du coup, vous voyez qu'au lieu d'avoir une déesse casquée, et puis c'était Athéna, puis après les Romains, ils avaient pris Roma, une déesse casquée aussi. Et bien ils ont transformé, c'est plus les dieux, c'est les hommes. C'est Octave qui est à la place de la déesse. C'est les hommes qui ont remplacé les dieux. Et de l'autre côté, au lieu d'avoir la sagesse, etc., pour le tétradraque, là, vous avez quoi? Non seulement il marque qu'il est un dieu, mais de l'autre côté, il marque « Mon père est un dieu ». Si vous allez à Rome, il a créé un temple pour son père, qu'on peut encore visiter, et au fronton, il y a marqué « Divo Julius », ce que vous voyez sur la monnaie. « Divin Julius ». Donc, ça veut dire « Mon père est un dieu ». César est un dieu. Je suis le fils d'un dieu, je suis un dieu. Donc, c'est moi qui décide. Donc, vous avez cette monnaie hétéronomie ou cette monnaie autonomie. Et vous pouvez retrouver voilà, les travaux que j'ai fait avec Jean-François. Tout ça, c'est extrait des travaux avec Jean-François Possot, Jean-Michel Servet et Pierre Longaré. Voilà. Merci à vous.